professeur. Je suis donc moi-même professeur, enfin maître de conférence des universités à Aix-en-Provence. J'enseigne en principe à des gens un peu plus âgés que vous, qui ont eu le bac et qui sont en faculté de droit, bien entendu. Et je suis par ailleurs avocat, inscrit au barreau d'Ajaccio depuis maintenant 2015. Ça fait donc, c'est ma 3e année de barreau, on va dire, comme on dit ici. Et j'ai été convié pour vous parler de ce qu'est une partie de la spécialité, à savoir la propriété intellectuelle, et précisément dans le cadre d'une séquence que votre professeur vous fait suivre cette année, sur le plagiat musical. Vous avez effectivement des questions, je suis tout à fait à votre écoute pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le plagiat musical du point de vue du praticien. Est-ce qu'avoir l'idée d'une chanson et la créer, c'est la même chose? Pour répondre à cette question, il faut comprendre qu'effectivement, et si vous la posez, c'est que vous avez compris qu'avoir une idée et créer quelque chose, c'est déjà deux choses différentes. Avoir une idée, tout le monde peut avoir une idée, et cette idée-là, finalement, ne donne pas lieu à une quelconque protection. Il y a un adage, je vais pas dire ça un adage, en droit, c'est que les idées sont de libre parcours. Ça veut dire en fait que tant qu'on ne formalise pas son idée, tant qu'on ne l'écrit pas, par exemple, votre chanson, tant que vous n'écrivez pas votre musique, tant que vous ne la jouez pas d'ailleurs, la création n'est pas formalisée. Alors, formalisée, pour essayer que vous compreniez, ça veut dire que cette idée, elle prend forme dans quelque chose qui est perceptible par les sens. Quand je dis les sens, c'est la vue, l'ouïe, l'odorat, même si effectivement, mais là on va rentrer dans des discussions très très théoriques. Il faut que vous compreniez que l'idée, effectivement, qui n'est pas formalisée, ne donne lieu à aucune protection. Donc avoir l'idée d'une chanson et créer la chanson, c'est deux choses totalement différentes. Comme avoir l'idée de créer un téléphone portable et le créer, c'est également deux choses différentes. Il faut que vous ayez un acte de création qui dépasse finalement le simple stade de l'idée qui vous passe par l'esprit. Doit-on payer pour faire une reprise de chanson? Et si oui, à qui et combien? Est-ce qu'on doit payer? Oui, on devrait pouvoir payer, mais le prix peut être un prix nul, c'est-à-dire demander l'autorisation gracieuse de la personne qui a créé, et puis cette personne-là pourrait parfaitement l'autoriser. Tout dépend aussi de la chanson qu'on veut reprendre. Si cette chanson est toujours protégée par le droit de la propriété intellectuelle, par le droit d'auteur, ou si elle n'est plus protégée. Alors, une chanson n'est plus protégée 70 ans après la mort de celui qui l'a créée. C'est ce qu'on appelle le droit d'auteur post-mortem, 70 ans après sa mort, pour permettre à 2 générations d'héritiers de bénéficier des retombées économiques, de l'argent généré par l'exploitation de la chanson. Voilà. Donc, tout va dépendre bien entendu de la notoriété du chanteur. Alors attention, le chanteur n'est pas forcément celui qui crée. Le chanteur, ce qu'on appelle juridiquement, c'est un artiste-interprète. C'est celui qui va interpréter la chanson. Mais ce n'est pas forcément lui qui l'a créée. Il a des droits sur son interprétation, mais il n'a pas le droit sur la chanson elle-même, pardon. Donc c'est pas les droits d'auteur qui touchent. Alors il touche des redevances liées à son statut d'artiste-interprète, mais pas des droits d'auteur au sens justement compositeur ou parolier. Parce que dans une chanson que vous connaissez, il y a les paroles et la musique. Parfois, Jean-Jacques Goldman, par exemple, est un auteur, compositeur et artiste-interprète. Mais certains artistes que vous connaissez, que vous appréciez, n'ont jamais écrit les chansons qu'ils chantent et n'ont jamais composé la musique, ne jouent pas d'instrument. Donc ceux-ci, c'est pas eux qui on va demander l'autorisation d'utiliser leur musique. Les musiques qu'ils ont chantées, qu'ils ont interprétées, pour obtenir l'autorisation, on va aller voir ceux qui les ont réellement créés. Parfois, c'est des gens qui sont dans l'ombre d'ailleurs. Ils ne sont pas connus. On connaît uniquement le chanteur, mais on ne connaît pas le compositeur ou le parolier. Mais c'est à eux, qui sont identifiés comme tels, qu'il faudra demander l'autorisation. Et cette autorisation, elle se monnaie forcément. Et le prix va dépendre de la nature de l'exploitation qu'on souhaite en faire, de la durée de l'exploitation. Admettons maintenant que ce soit dans le cadre, je dirais, d'une association.
on veut faire une reprise, ou dans le cas d'une école, on veut faire une reprise, on peut demander l'autorisation gracieuse de faire par exemple une reprise musicale en transformant les paroles ou en transformant également la musique, et sans pour autant que ça donne lieu à une quelconque redevance en somme d'argent. On va demander l'autorisation directement soit aux personnes si elles sont identifiées, soit en fait au cessionnaire des droits. Alors le cessionnaire des droits, c'est celui à qui le compositeur et le parolier ont vendu leurs droits. Parce qu'il faut comprendre que si la musique que vous voulez reprendre, elle a été éditée par un éditeur, produite si vous voulez, par un producteur, et donc un CD a été créé et il a été diffusé dans le commerce. Ces auteurs, compositeurs et paroliers ont cédé leurs droits patrimoniaux. Je rentre dans le détail, mais il faut comprendre qu'en droit d'auteur, il y a des droits patrimoniaux, extra-patrimoniaux, c'est droits moraux. Bon. On cède uniquement les droits patrimoniaux, c'est-à-dire ce qui va rapporter de l'argent. On va le céder pendant un temps et on va pouvoir... Et pendant, je dirais, le temps de cette cession, on n'a plus le droit d'exploiter nous-mêmes la création. Et donc, c'est à celui qui est cessionnaire des droits, c'est-à-dire celui qui a acheté les droits, l'acheteur des droits, si vous voulez, c'est à lui qu'il va falloir demander l'autorisation. Alors, sur un CD, vous tournez le CD et vous voyez tout droit réservé à... Ça, c'est la fameuse, on va dire, la fameuse formule qui est utilisée. Et il y a, en principe, le nom de l'éditeur. Tout droit réservé à Universal Music. Tout droit réservé à, on va dire ici, Record, pour les chansons corses. Parce qu'ils ont été cessionnaires des droits. Ils ont acheté les droits au groupe en question qui a créé la musique. Et donc, c'est à eux qu'on va demander l'autorisation. Pour les reprises de chanteurs morts, quelle autorisation faut-il avoir pour les faire ? Un chanteur mort, lui-même, si vous voulez, n'a plus forcément d'autorisation à donner. Mais c'est pas parce qu'il est décédé que on ne peut faire ce qu'on veut de sa musique ou de sa chanson, de ce que vous voulez. Un chanteur mort, encore une fois, encore faut-il qu'il soit donc auteur-compositeur pour qu'il puisse obtenir, enfin pour qu'on puisse demander l'autorisation à ses ayants droit. Ses ayants droit, ce sont ses héritiers. Et si les droits ont été cédés à un producteur ou à un éditeur, c'est au producteur ou à l'éditeur qu'on va demander l'autorisation. Mais un chanteur mort, son droit d'auteur, je dirais, qui est dévolu aux héritiers, qui appartient aux héritiers, demeure 70 ans après la mort de l'auteur. Voilà. Au bout de 70 ans, on n'aura plus aucune autorisation à demander à qui que ce soit. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de... Je vais un petit peu plus loin. Dans le domaine du cinéma, on voit énormément maintenant de reprises des Disney. On va arriver à un moment donné où les droits d'auteur... Alors aux États-Unis, c'est pas 70 ans après la mort, mais c'est 50 ans. On voit effectivement beaucoup de créations qui tombent dans le domaine public et que tout le monde peut aller piocher, puiser dans ce domaine public pour pouvoir créer.